Alors bonjour, je m'appelle Bianca Ciocoiu et je suis étudiante à l'université Alexandru Ioan Cuza de Iași, Roumanie. Pourquoi cette interview? Parce que moi, j'écris mon mémoire de master sur Pandora Box. Le mythe Pandora, le mythe féminin dans la bande dessinée, donc du coup Pandora Box. Je suis très contente d'avoir ici avec nous Alkant, le scénariste de cette série excellente. En fait, j'ai beaucoup de questions. Je crois que j'ai trop de questions, en fait. On va s'arranger, on va s'arranger. Oui, on va s'arranger. On va essayer de choisir le plus important. Parce que moi, je vais vous poser plutôt des questions plus concrètes. Comme D'accord. je fais une analyse sur le texte, sur l'idée, et voilà, ce sera un peu plus appliqué comme question. J'ai ici avec moi Olivier qui va se présenter. Oui, donc moi c'est Olivier Noël, je suis donc lecteur de français, lecteur belge de français. Je préside à l'université Alexandru Ioan Cuza de Iași et le promoteur par la même occasion de Bianca Ciocoiu ici présente. D'accord. Oui, donc voilà, merci Didier pour la présence. De rien. On va peut-être commencer par une question générale, non? Avant Ok. d'aller dans les détails. Alors on avait une question pour toi qui est une question assez générale, mais c'est juste pour entrer dans l'atmosphère tout doucement. Si on te pose la question, pour toi, le mythe, c'est quoi? Comment tu définirais le mythe? Quelle est ta définition du mythe? Oui, Le mythe, je dirais que c'est une histoire universelle qui est à la fois terriblement ancienne, mais qui parvient malgré tout à rester moderne parce qu'elle a un espèce d'élément d'éternité en elle. Je pense que le mythe, c'est quelque chose, c'est à la fois une histoire et un apprentissage à travers l'histoire. Parce que souvent, les mythes, ce sont des choses que les anciens se racontaient au coin du feu, racontaient à leurs enfants, qui eux-mêmes plus tard les racontaient à leurs enfants, etc. Et je crois que c'est un espèce de langage codé qui nous permet de mieux appréhender la vie et de grandir quelque part à travers ce qui semble être une simple histoire. Voilà. Là, j'ai improvisé. Je- c'est très bien parce que tu touches en plus éducation, enseignement. Donc c'est déjà très intéressant. On se dirige vers un domaine qui est justement Mais le domaine du mémoire. Donc. en tout cas, moi, j'ai toujours été attiré par la mythologie. Quand j'étais petit, il y avait une collection, je pense qu'elle existe toujours, une collection de livres qui s'appelle Contes et légendes d'un peu tous les pays. Il y avait Contes et légendes des Vikings, des Égyptiens, de France, d'Irlande, etc. Et moi, je dévorais vraiment ces livres, j'adorais ces histoires, et principalement la mythologie grecque. C'est pour ça que je suis arrivé à Pandora Box. La mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie viking, tout ça, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément attiré. La mythologie égyptienne aussi. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, mes bandes dessinées préférées, c'était Thorgal, qui fait aussi appel à de la mythologie viking. Il y avait aussi Papyrus, je ne sais pas si vous connaissez, où là, c'est un petit Égyptien. Il y en a ici, j'en vois pas, je vois les tuniques bleues, je vois l'Argo Winch, je vois, qu'est-ce qu'il y a, Persépolis, euh, TNT, il y a un Spirou et Fantasio, je vois, un Alix. Oui, Mais Papyrus, c'était vraiment une bande dessinée. Papyrus, c'est vraiment la première bande dessinée qui m'a fait flasher, entre guillemets. Et c'était un petit paysan égyptien, au temps des pyramides et des pharaons, et qui avait un certain lien avec les dieux, bah, tout comme Thorgal avec les dieux vikings. Lui, forcément, c'était les dieux égyptiens. Donc, il y avait Anubis, il y avait Sébek. Et, vraiment, c'est quelque chose que j'adorais. Depuis que je suis tout petit, ça m'a toujours fasciné. J'ai des livres sur la mythologie dans ma bibliothèque. Si vous voyez derrière moi, il y a Dark Crystal, l'affiche de Dark Crystal. Donc, c'est un film qui avait eu le Grand Prix j'allais dire d'Angoulême, d'Avoriaz en 1981. Et c'est un film qui a quelque part sa propre mythologie. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré énormément, la mythologie. Ah, comme vous avez lu pas mal de BD sur la mythologie, en quoi donc vos BD sur les mythes se différencient-elles des BD déjà existantes sur le sujet? Ah. Mais je les ai peut-être pas toutes lues, donc c'est difficile de répondre. oui. Mais plutôt, je vais raconter un peu la genèse de Pandora Box.
En fait, moi, forcément, tout le monde doit bien débuter un jour dans le scénario. Donc, il y a plus ou moins 20 ans, j'avais jamais été publié. J'avais même quasiment rien écrit. Et en fait, quand j'ai eu 30 ans, à l'approche de mes 30 ans, j'ai vraiment eu envie de réaliser ce qui était quelque part un rêve de jeunesse, c'est-à-dire d'écrire des histoires et d'être publié. Et j'ai commencé à écrire des scénarios de bande dessinée comme ça régulièrement et à prendre contact avec des éditeurs. Je me suis rendu compte que c'était trop difficile pour moi d'écrire directement tout un album. J'avais pas assez d'expérience. Et donc, je me suis dit que j'allais d'abord écrire des petites histoires, des histoires courtes, et que j'allais les proposer au magazine Spirou, qui est encore le dernier magazine de bande dessinée en Belgique et en France. Et donc, j'ai commencé à essayer de trouver d'écrire des petites histoires régulièrement. J'ai envoyé un premier dossier à Thierry Tinlot, qui était le rédacteur en chef à l'époque de Spirou. Et lui m'a répondu, bon, ça a duré des mois, parce que ça prend toujours du temps. Maintenant, on me répond plus vite, heureusement. À l'époque, ça prenait des mois. Et donc, il m'a contacté en disant, ah oui, on aime bien ce que tu fais, mais c'est pas encore tout à fait au point. Il faudrait que tu travailles. Et il m'a fait une demande un peu paradoxale. Il voulait que je fasse à la fois quelque chose de plus réaliste, tout en gardant quand même un ancrage fantastique. Du coup, j'ai un peu réfléchi. Et là, j'ai eu un coup de bol, en fait, c'est que je suis tombé sur un article dans une revue qui avait été écrite par une psychologue et qui parlait du clonage humain. À l'époque, on en parlait pas mal. Et elle disait que le clonage humain, pour elle, c'était le comble du narcissisme. Et du coup, Narcisse, ça fait partie de la mythologie grecque, c'est un personnage de mythologie grecque. Donc forcément, ça a résonné en moi. Et je me suis dit, tiens, si je faisais une histoire du coup où je revisitais le mythe de Narcisse, mais en parlant de clonage humain. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait donner quelqu'un qui veut se faire cloner, et le clone serait comme son reflet, l'équivalent du reflet de Narcisse. Et finalement, comme dans le mythe, finalement, Narcisse se noie dans son propre reflet, il est attiré par son reflet, il tombe dans l'eau, il se noie. Donc là, l'équivalent, ce serait finalement le clone provoque sa perte. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce truc-là. Et ça aboutit à une histoire courte en 5 planches, je pense, de mémoire, donc très court, mais qui fonctionnait vraiment bien. Enfin, j'aimais bien cette histoire. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant cette idée d'associer de la mythologie à de la science-fiction. Et donc, j'ai fait plusieurs petites histoires courtes comme ça. Et elles ont toutes été prises par Thierry Talot, donc Spirou. Elles ont toutes été publiées. Et la première histoire s'appelait Un homme à son image. Donc, ça faisait référence au clonage et au mythe de Narcisse. Et il y a même carrément des lecteurs qui ont tellement apprécié cette histoire qu'ils ont écrit à la rédaction de Spirou, qui m'a fait suivre. Et donc, c'était très agréable, évidemment. Pour moi, c'était quasiment ma toute première histoire qui a été publiée. Et au bout d'un certain temps, Thierry Tinlot m'a dit, on aime bien ce que tu fais, mais propose-nous quelque chose de plus conséquent, du coup, plus important que des histoires courtes. Et là, entre-temps, j'avais un peu élaboré le concept de mélanger des technologies modernes ou futuristes avec des mythes anciens. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé Pandora Box. Voilà. Mais du coup, je sais pas du tout. Je crois que j'ai complètement dévié de la question initiale. Aucun souci, aucun souci. C'est l'idée dans une interview, c'est justement de dévier de la question. La série s'appelle Pandora Box, c'est sans doute parce que la plupart des histoires se passent aux États-Unis, ou c'est juste que ça sonne mieux que Boîte de Pandore Alors, initialement, quand j'avais envoyé mon dossier de présentation, ça s'appelait Pandora's, avec un S apostrophe qui a sauté, mais Pandora's Box 21, pour faire allusion au 21e siècle, et parce qu'il y avait Ulysse 21 aussi, le dessin animé de ma jeunesse. Et alors, parfois ça tient à un peu de choses, mais l'éditeur trouvait que Pandora's Box, c'était un peu difficile à prononcer. Et donc, il a décidé qu'on allait faire sauter le apostrophe S, quitte à faire une faute d'anglais. Bon, bref. Et donc, c'est devenu Pandora Box au lieu de Pandora's Box 21. Voilà, ça c'est l'origine du nom de la série. Ok, merci.
Oui, donc vous avez travaillé avec plusieurs dessinateurs et coloristes. J'ai lu Oui, un article avec vous sur Internet. Euh, Vous avez dit que vous avez choisi vous-même plusieurs dessinateurs. Vous avez choisi oui, ceux qui correspondaient au style que vous attendez. Quel oui. est ce style que vous cherchiez chez les dessinateurs? Mais en gros, moi, je suis fan de Jean Van Damme. Des histoires de Jean Van Damme. Je vois qu'il y a Largo Winch derrière vous. Euh, et en général, donc Jean Van Damme, voilà. Jean Van Damme a fait aussi des séries très connues comme 13 ou Torgal. Et c'est chaque fois un dessin très réaliste, très nerveux. C'est pas de la ligne claire, c'est plutôt un dessin un peu à la Herman. Voilà, ça c'est vraiment le style de dessin que j'aimais vraiment beaucoup. Alors, en fait, l'éditeur, quand l'éditeur a décidé de prendre Pandora Box, il m'a demandé quel style de dessin ou quel dessinateur je voudrais bien. Et comme j'étais un peu naïf à l'époque, je lui ai dit, ah bah, je voudrais Rosinski, je voudrais Herman. Bon, là, il m'a fait comprendre que c'était peut-être tapé un peu trop haut, bon, qu'ils étaient très occupés, tout cela. Donc, on a cherché du coup des dessinateurs moins connus qu'eux, mais dans ce style-là, quoi. Euh, alors, on a eu, je crois que le premier qui a signé, c'était Alain Henriet, qui continue une belle carrière maintenant. Il a fait Dents d'ours avec Yann. Il est en train de faire une autre série qui s'appelle Black, je sais plus quoi, Black Squirrel, chez Dupuis aussi. Donc ça, c'était Alain Henriet, c'était le premier dessinateur. Ensuite, il y a d'autres dessinateurs qui ont signé petit à petit. Et en fait, l'ordre dans lequel ils sont intervenus n'a pas correspondu à l'ordre dans lequel ils avaient signé, puisque Alain Henriet, je pense que c'est lui qui avait signé le premier, mais il avait dit dès le début, mais par contre, je ne sais pas le faire tout de suite. Donc lui, finalement, a fait le 6e album. Euh, et je crois que c'est Didier Pagot qui a signé peut-être en 2e lieu. Et lui a fait le premier album et le dernier. Voilà. Mais donc, le style de dessin que je cherchais, c'était euh, réaliste et dynamique, nerveux. Voilà. Ça correspondait aux histoires. Hein. Oui. Ouais. Oui, mais c'est des très bons dessinateurs. Hein. En tout cas, on voit que le style est très réussi. Est-ce que tu as Oui, pu oui. recontacter par la suite maintenant Herman ou bien Rosinski? Non, à un moment donné, j'ai failli faire un Torgal quand ils ont commencé la jeunesse de Torgal, etc. J'avais été un des scénaristes contactés. Bon, finalement, ça s'est pas fait pour de multiples raisons. Mais à l'époque, du coup, j'avais pu rencontrer Rosinski. J'ai rencontré aussi Francis Vallès, avec lequel j'ai fait Rani, avec Jean Van Damme. Magnifique. Par contre, j'ai jamais rencontré Philippe Franck, l'auteur de Largo Winch. J'ai rencontré quand même aussi comment il s'appelait maintenant? William Vance, le dessinateur de 13, puisque j'ai quand même fait un 13 Mystery. Il y a eu plusieurs activités qui se sont faites avec tous les auteurs de 13 Mystery. Et Jean Van Damme était là et William Vance était là aussi avant son décès. Donc voilà, j'ai quand même pu rencontrer pas mal de grands dessinateurs. Euh, et j'ai collaboré quand même avec pas les tout grands noms, mais certains quand même qui sont bien connus. J'ai eu quand même la chance de faire mon 13 Mystérie avec François Bouc. Il y a Francis Vallès qui est quand même aussi assez connu. Donc voilà, je travaille quand même avec des bons dessinateurs et des chouettes dessinateurs. C'est chouette, ça fait grandir, ça fait travailler sur les bandes dessinées. Et justement, ce travail avec les dessinateurs, comment est-ce que tu pourrais le décrire? Est-ce que tu as donné des indices visuels? Est-ce que, par exemple, il y avait des tableaux qui apparaissaient fréquemment dans tes bandes dessinées, avec Oui. Prométhée ou quoi? Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de ces tableaux-là, qui a dit, voilà, je voudrais bien tel tableau à tels endroits, plus ou moins, ou comment ça s'est passé, ce travail de collaboration? Oui. Ben, en fait, un scénariste, enfin un scénario plutôt, un scénario, c'est quoi? C'est la description de toutes les cases qui vont être dessinées par le dessinateur, case par case, page par page. Donc, je décris tout et j'écris aussi les dialogues. Donc, pour vous donner un exemple, c'est comme si j'écrivais case 1,
Tintin et les capitaines Haddock sont attablés dans un restaurant. Milou est assis à côté d'eux. Il y a le serveur qui s'approche d'eux. Tintin dit au capitaine Haddock ah, quel chouette restaurant. Bon, et ainsi de suite. Et donc voilà, je décris vraiment chaque image que le dessinateur va devoir dessiner et je rajoute les dialogues. Et ça, en fait, c'est vraiment la dernière étape du travail du scénariste. C'est ce qu'on appelle le découpage. Mais avant tout ça, évidemment, je dois inventer l'histoire, les grandes lignes de l'histoire, puis développer l'histoire, les personnages, faire en sorte qu'il y ait des rebondissements, etc. Mais donc, finalement, en principe, tout ce que le dessinateur dessine, en tout cas dans les grandes lignes, j'ai dû le décrire. Et là, oui, pour répondre à ta question, le choix des tableaux qui étaient représentés, ben, c'était chaque fois des allusions au mythe. Donc ça, c'était des petits clins d'œil que moi je faisais et que je donnais au dessinateur ben, les descriptions nécessaires pour qu'il les insère dans ces cases. Tout comme bah, toutes les petites allusions qui sont glissées dans le nom des personnages. Ça vient de moi aussi, ouais. Super. Oui, et dans mon mémoire, j'aurais un sous-chapitre analyse graphique. Donc, analyse graphique, bien sûr, des éléments mythologiques qui interviennent dans le dessin. Et alors, il y a un élément que je ne réussis pas à identifier. Il y a une statue, un homme sans main. C'est qui, en fait? Sandra, oui. Il y a un homme qui apparaît dans plusieurs cases. Je peux vous montrer, mais je ne sais pas si ça se voit. Donc, c'est le 5e tome avec Midas. Oui. Voilà, par exemple, là, et il apparaît sur 3 plans, je crois, plusieurs reprises. C'est qui ce personnage? Oui, oui. Ah, mais sur ce coup-là, par contre, ça, c'est le dessinateur qui a choisi de mettre ce personnage. Là, c'était pas prévu par moi. Par contre, dans cet album-là, mais c'est exclusif pour cet album-là, on ne retrouve pas cette statue dans d'autres albums, je pense. C'est ici, c'est seulement ici, oui. Oui, c'est bon dans celui-là. Donc ça, c'est vraiment c'est le dessinateur qui a choisi de le mettre comme élément de décor. Par contre, dans cet album-là, il y a, si je me souviens bien, il y a on voit dans le bureau de Midas, on voit le tableau, il y a un tableau de Klimt, c'est ça, hein, de mémoire. Ah, voilà, voilà, ok. Ouais, ça, oui, je ne me souvenais pas de celui-là. Tiens, je vous dis, ça fait peut-être 10 ans que j'ai plus ouvert les albums. Mais donc là, ce tableau-là, ça, c'est sûrement moi qui lui ai dit de le mettre. Et c'était sûrement en lien avec le mythe de Midas. Ouais. D'accord. Oui, il y a aussi le tableau avec Prométhée, avec l'aigle. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et oui, la vieille mendiante aussi. Oui, oui. Ça a fort marqué, bien qu'elle m'envoyait à chaque fois des photos. Ah, t'as vu, elle est encore là dans cette histoire. J'avais commencé le premier tome et je vois cette vieille, je n'ai pas fait trop d'attention. Voilà, je continue. Après, je prends le 2e tome et je vois la vieille qui revient. Et je dis, j'envoie une photo à Olivier et je dis, Olivier, tiens, elle a été déjà dans l'autre tome. Et après, sans lire les autres tomes, j'ai commencé à ouvrir les tomes pour voir s'il y a une mendiante, une vieille dans les autres aussi, pour pouvoir suivre davantage son histoire. Alors, est-ce que c'est aussi un personnage mythologique? Vous avez pensé à un personnage mythologique ou c'était juste pour Alors là, il y a deux influences pour ça. Alors la première influence, c'est vraiment un personnage mythologique. Oui, c'est le personnage de la Pythie, qui est l'oracle de Delphes. Donc le personnage dans ma bande dessinée elle prononce des phrases un peu énigmatiques, mais qui sont des prédictions un peu codées, comme souvent les prédictions. C'est un jeu vis-à-vis du lecteur. Voilà, je lui donne quelque part un indice sur ce qui va se passer à la fin, mais de manière codée. Et donc, j'aime bien l'idée que le lecteur se creuse la tête, se dise mais ça veut dire quoi exactement? Et puis tout d'un coup, à la fin, voilà, il a l'explication et il se dit ah ouais, c'était ça. Donc, il y a la référence à la Pythie, et alors il y a aussi une référence à une de mes bandes dessinées cultes, c'est les 7 vies de l'épervier. Dans les 7 vies de l'épervier, il y a aussi il y a aussi un personnage de vieille mendiante aveugle qui intervient aussi régulièrement tout au long des albums. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai les albums ici. Des
séries préférées de mon père, ça, du d'Épervier. C'était traduit par Dodonița en roumain, d'ailleurs. Donc, très belle série, très très belle série. Qui a eu beaucoup de Série qui spin-offs s'appelle aussi. Les 7 vies de l'épervier, qui est vraiment une série que j'ai adorée. C'est une de mes séries préférées. Il y a 7 albums dans le premier cycle. Et il y a un personnage qui revient souvent, qui est celui-là. Donc, qui est le personnage d'une vieille femme aveugle qui sort aussi un peu des espèces de prophéties qui s'accomplissent par après. Et donc, ça, c'était mon influence pour le personnage de la vieille aveugle dans Pandora Box. D'accord. Ce qui est très intéressant, c'est que seulement les personnages principaux la voient. Donc, oui, c'est Voilà. fataliste. Oui, tout à fait. Mhm. Un autre chapitre pour mon mémoire, c'est la bande dessinée comme moyen de représentation du mythe. Donc, ma question pour toi, c'est quelle est la méthode pour adapter les mythes en bande dessinée? Est-ce qu'il y a une méthode? Alors, je sais, ouais, il y a sûrement plusieurs méthodes. Moi, j'ai comme méthode, à chaque fois, en fait, je commençais chaque fois par relire le mythe en question, en prenant des questions, en prenant des notes, en surlignant les éléments qui m'attiraient le plus. Ça, c'était la première étape. Ben, c'est assez logique de vraiment connaître le mythe quand même pour pouvoir s'en inspirer. Et ensuite, je faisais un espèce de brainstorming où je notais sur une feuille de papier tout ce qui me venait à l'esprit en partant de ce que j'avais noté du mythe. Et c'est comme ça, par exemple, quand je suis parti du mythe de Narcisse, c'est comme ça que je suis arrivé au clonage, à travers l'article que j'avais lu pour une première fois. Mais par après, j'ai fait ça pour tous les albums pour tous les mythes dont je me suis inspiré. Par exemple, pour le mythe de Midas, oui, j'ai dû arriver à Midas richissime, puis dollar, et puis spéculation. Enfin voilà, donc je passe d'un mot à l'autre et je brainstorm comme cela. J'essaye aussi d'avoir des visuels, souvent d'aller chercher des tableaux qui représentent ce mythe. En général, quasiment tous les mythes, tous les grands mythes de l'humanité ont été peints à plusieurs reprises. Donc, je choisis une œuvre d'art qui le représente. Et partant de là, je réfléchis aussi. Et puis, j'essaye de chercher des ponts avec ce qui est actuel. Donc, je pars de quelque chose de très ancien et j'essaye d'arriver à quelque chose de très actuel. Par exemple, pour le tome 4 sur la luxure, là, je suis parti du mythe d'Ophélie et allez, c'est quoi le D'Orphée et Orphée, Eurydice. pardon. J'avais Ophélie en tête. Orphée et Eurydice. Et voilà. Voilà, Pour ceux qui vont regarder. voilà. Et donc là, c'est vraiment, on a un personnage qui va chercher sa bien-aimée en enfer, quelque part. Et donc, il y avait cette idée de deux mondes différents. Il quitte le monde des vivants pour aller dans le monde des morts et essayer d'en ramener sa bien-aimée. Et ça m'a fait penser à la réalité virtuelle, qui est aussi un autre monde. Voilà, donc j'essaie de trouver des parallèles possibles et de réinterpréter. En fait, ça ne m'intéressait pas de représenter les mythes tels quels en bande dessinée, parce que ça a déjà été fait pas mal de fois, je pense. Et il y a pas énormément de créativité là derrière. Ici, je voulais vraiment faire, essayer d'écrire l'équivalent, que seraient devenus ces mythes au XXIe siècle. Si au lieu de naître dans l'Antiquité, voire avant, qu'est-ce que ces mythes auraient donné s'ils avaient été écrits pour la première fois au XXIe siècle? C'est un peu dans cet ordre d'idée que je travaillais. Ce tome 4 est particulièrement réussi au niveau graphique, construction de la page. Oui. Pas pour l'érotisme, hein, c'est même pas ça, c'est vraiment la construction, elle est magnifique, vraiment. C'est Roland Pignon qui l'a fait, il s'est bien investi dedans. Ouais. Et par rapport à ces tomes, justement, qui sont tous différents, qui peuvent, en fait, chaque histoire peut être lue séparément, il y a quand même une exception, c'est quand le tome 6 et 7, oui. il y a un lien quand même. C'est vu un peu comme un diptyque qui serait séparé, mais quand même un diptyque. Pourquoi est-ce que tu as rejoint justement ces deux albums? Donc, c'est sur l'envie et la colère. Oui, l'envie et la colère, donc Prométhée et Pandore. Oui. Mais,
À l'origine, je voulais vraiment faire quelque chose d'assez unifié. Donc, je voyais plus ou moins ces histoires se déroulant en gros, peut-être pas la même année, mais en tout cas sur une période de temps relativement courte. Euh, mais c'est vrai qu'elles peuvent se lire totalement indépendants, sauf les 6 et 7, voire la 8, puisque la 8 On recommence, enfin, oui, je synthétise, reprends la première. voilà, la 8 fait réintervenir des personnages du premier. Mhm. Donc voilà, la question, c'est plutôt que de demander pourquoi il y a un lien entre la 6 et la 7, la question, ce serait plutôt de se dire, tiens, pourquoi il n'y a pas un lien avec les autres, les autres albums? Mais là, voilà, ça s'est fait comme ça. En fait, je pense pas que c'était prévu dès le départ. En fait, j'avais écrit chaque fois un petit résumé pour l'éditeur de ce que j'avais en tête pour les 7 ou 8 albums. Et je pense pas qu'au tout début, j'avais prévu vraiment qu'il y a un tel lien entre l'album 7 et l'album 6, mais il s'est un peu imposé de lui-même, en fait. Mhm. Moi, j'ai pensé, parce que j'ai fait un peu de recherche de mythes, j'ai pensé que tu as décidé de faire cette liaison, parce que quand on parle de Prométhée, c'est un peu normal de parler de Pandore, parce qu'après que Prométhée ait fait sa faute, Oui, Pandore a été créé pour les hommes. Donc, j'ai pensé peut-être à ce lien. Et surtout parce que vous introduisez aussi Eva dans le 6e, et dans le oui, 7e, il y a Pandore. Et oui, dans la mythologie, souvent, on dit que Pandore est l'œuf grec. Voilà, parce oui, que les deux oui, ont oui, été tout à fait. créés par un dieu. Donc, voilà, il y a quand même un lien, quoi. Oui. Bien. Oui, vous avez parlé du premier tome et le dernier qui sont aussi liés, donc il y a cette structure un peu symétrique. Euh, Mhm. Pourquoi avez-vous décidé de donner cette fin à la série? En fait, de nouveau, là, j'en reviens à Jean Van Hamme. Jean Van Hamme avait écrit une série qui m'a beaucoup marqué aussi, qui s'appelle SOS Bonheur. Et SOS Bonheur, ben, c'était un peu le même principe. Il avait eu 6 histoires, sauf que là, c'était des histoires courtes, pas en un album complet, mais il y avait 6 histoires qui étaient réunies en 2 albums. Et ensuite, il a fait un troisième album ben, qui liait un peu le tout. J'avais envie de faire la même chose. C'est quelque chose qui m'avait marqué. En fait, pour la petite histoire, à l'époque, quand Pandora Box est sorti, il y en a beaucoup qui ont fait le lien avec le Décalogue. Donc, le Décalogue, c'est une série de 10 albums qui avait été écrite par Franck Giroux, qui est décédé entre-temps. Et en gros, je crois que c'est la toute première bande dessinée pour laquelle il y a eu plusieurs dessinateurs qui sont intervenus. Et Pandora Box est arrivé un peu après. Et du coup, il y en a beaucoup enfin, j'ai eu quelques critiques, notamment sur Internet, qui disaient, ah, mais il a copié le décalogue. Et à l'époque, c'était des critiques qui m'énervaient assez bien parce que j'avais pas lu le décalogue, en fait, avant d'écrire Pandora Box. Et par contre, moi, mon point de départ, enfin, mon point de départ, la BD dont je voulais me rapprocher, c'était pas le décalogue, c'était plutôt euh, SOS Bonheur. Donc pour moi, en fait, il y a eu SOS Bonheur qui est une espèce de critique de la société en plusieurs histoires. Et moi, je voulais faire un peu l'équivalent, mais au lieu de critiquer la société, au lieu de faire une critique sociale, je voulais plutôt m'intéresser à la technologie. Donc voilà. Donc s'il y a un parallèle à faire entre Pandora Box et une autre série, il faut le faire avec SOS Bonheur et pas avec le Décalogue. Bah, entre-temps, tu as pu travailler avec Van Damme aussi, donc sur Rani, donc c'est quand même sympa, non? Oui, 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 tout à fait. Mais Pandora Box, en fait, a été repéré, entre guillemets, par Van Hamme. Il a bien aimé. Et en fait, l'attaché de presse de Dupuis, à l'époque, savait que moi, j'étais un grand fan de Van Hamme. Et comme il avait sorti aussi un album à la même époque que mes premiers albums de Pandora Box, l'attaché de presse s'était débrouillé pour nous faire nous rencontrer lors d'un dîner. On avait chacun, enfin, on donnait chacun des interviews et puis on mangeait ensemble. Donc, j'ai pu rencontrer Jean Van Hamme à ce moment-là. C'était un grand plaisir. Voilà. Et puis, le courant est bien passé. De fil en aiguille, on a eu deux collaborations par après sur Rani et sur 13 Mystérieux. Oui, vous habitez la même ville en plus, si je pense, donc c'est assez pratique. Oui, à Bruxelles, tous les deux.
Super. Mais lui est souvent dans le sud de la France. Il a une villa dans le sud de la France, ce qui n'est pas encore mon cas. Ah, mais c'est bien qui connaît Franck. Je pense que Franck, il vient du sud de la France, si je ne me trompe pas, non? Le Qui ça? dessinateur de Largo Winch. Je ne sais pas du tout où il habite, lui. Je ne Je sais pas crois du que tout. c'est le sud. Oui, c'est possible. En tout cas, on dirait le sud. Non, je rigole. Par rapport aux histoires choisies, donc, tu nous as expliqué pourquoi la mythologie. Mais maintenant, une question un peu plus précise. Pourquoi, dans cette mythologie, tu as choisi Pandora? Pourquoi tu as choisi certains aspects de la mythologie? Est-ce qu'il y a des mythes qui sont plus bédéisables que d'autres mythes, par exemple? Est-ce qu'il y a des mythes que tu as évités d'office parce que tu les imaginais pas du tout en bande dessinée, par exemple? Ou est-ce qu'il y a un de ceux qui se sont offerts directement? Voilà, c'est ça la question. Je dirais que je suis forcément surtout parti des mythes qui me plaisaient le plus. Par exemple, Thésée et le Minotaure, c'est un truc qui m'a toujours bien branché. Donc là, j'ai fait un parallèle avec la vache folle et puis le labyrinthe, ça me faisait penser un peu à la traçabilité avec le fil d'Ariane. Euh, Orphée et Eurydice, j'en ai parlé, donc cette histoire de monde. Euh, Ensuite, le clonage, on en a aussi parlé avec le mythe de Narcisse. Ouais, Midas, ça s'est bien pris, enfin, ça se prêtait assez facilement à tout ce qui était spéculation boursière. Euh, le, le lien, je pense, l'album pour lequel le lien est le moins évident, c'est peut-être le deuxième, sur le dopage. J'ai transposé ça avec enfin, j'ai transposé la guerre de Troie dans le monde de l'athlétisme. Oui. Voilà. Là, c'était peut-être un peu plus tiré par les cheveux, les liens. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, ouais, ensuite, la colère avec le mythe de Pandore. Euh, l'envie, l'envie, c'était Prométhée. Oui, je sais. Ouais, Oui. c'est quand même parmi les mythes les plus connus, je pense, de la mythologie grecque, mais c'est aussi mes préférés. Donc, je suis surtout parti de mes goûts. J'ai pas souvenir que j'ai essayé d'introduire d'autres mythes sur lesquels je me serais cassé les dents et que j'aurais dû laisser tomber. Je sais plus trop en fait. Mais je me souviens par contre que je me souviens du moment où j'ai eu l'idée de faire cette série et d'associer à chaque fois un péché capital avec un mythe et une technologie. J'avais fait un petit tableau et ça je me souviens très bien. On était en vacances, je crois que c'était en 2002. Ça va J'étais pas, avec mon épouse en Californie parce que enfin, l'oncle de ma femme vit en Californie. On était chez eux. Et je crois que c'est là, en fait. Je crois que c'est là que je suis tombé sur l'article sur le clonage humain. Je crois que c'était là-bas. Et directement, bah, j'ai commencé à brainstormer là-dessus. Et c'est allé assez vite. Et quand j'ai eu ce petit tableau, j'ai dit, ah, mais là, je tiens quelque chose. Et effectivement, puisque ça a abouti à ma toute première série. Ah, vive les vacances, hein. Ouais. L'artiste ne se repose jamais, je crois. Oui. Non, mais enfin, moi, j'aime bien lire et il n'y a rien à faire quand je lis. Souvent, mon esprit s'échappe et si un auteur va dans telle direction, je me dis, tiens, mais si le personnage, plutôt que d'ouvrir cette porte-là, il avait ouvert telle autre porte. Voilà, c'est un peu. On aime bien faire ça, imaginer des espèces de chemins alternatifs ou de fins alternatives. Et c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Espèce de jeu de rôle. Oui, j'ai de rôle, j'ai lu. Ben, j'ai fait énormément de jeux de rôle, hein. J'ai été maître de jeu et joueur. Et même encore maintenant, de temps en temps, j'aime bien jouer, faire des jeux de rôle. C'est bon pour développer l'imagination, justement. Surtout comme maître de jeu, parce qu'il faut réagir aux actions des joueurs qu'on n'a pas toujours prévues et il faut pouvoir improviser. Donc, c'est pas mal. Je pense que le jeu de rôle pour un scénariste, c'est un peu l'équivalent de l'improvisation pour un acteur de théâtre, quoi. Oui, et puis la créativité aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière des intelligences, dans le sens où on a construit tout ce qu'on a construit dans la civilisation. Et aujourd'hui, tout ce qu'on construit, c'est en fait des liens entre des choses un peu inattendues, comme tu as fait justement avec cette série, et Oui. qui nous permettent d'avancer. Enfin, je pense que par rapport à l'enseignement, en tant qu'enseignant, je sens bien que c'est plus du par cœur qu'il faut demander, mais c'est de l'esprit critique, de l'analyse, Oui. et au-delà de cette analyse, justement, la créativité, pouvoir faire des liens particuliers.
C'est ça qui fait, je pense, l'intellectualisme de demain, on va dire. Oui, je suis d'accord. Quand vous avez commencé cette série, quel public avez-vous imaginé? Quel public cibliez-vous en faisant cette BD? Ce qu'on appelle le ado-adulte. Donc, je dirais à partir de 15 ans. Voilà, j'ai jamais vraiment été attiré par l'idée d'écrire des choses pour des enfants. Pourtant, j'en ai fait, mais c'est pas ce que je préfère. J'aime bien écrire des choses assez sombres, en fait. Mais comme spectateur, comme lecteur, j'aime bien aussi lire des choses, des thrillers, des policiers, des drames, de l'historique. Donc voilà, un public ado-adulte, grands ados, ouais, à partir de 15 ans. D'accord. Et vous êtes donc prof, c'est ça? Oui, en fait, j'ai passé l'agrégation il y a 2 ans, mais je suis prof de maths, donc c'est tout à fait. Ah. Oui, c'était ma question. Prof de maths. D'accord, différent. parce que Mais oui. à l'origine, en fait, je suis économiste. Enfin, si je remonte en arrière, quand j'avais 18 ans, quand j'ai terminé ma 6e secondaire, je voulais devenir réalisateur de cinéma. Ça, c'était ma première vocation. J'étais passionné de cinéma à l'époque et donc je voulais devenir réalisateur. Et alors en Belgique, il y a plusieurs écoles de cinéma. Il y en a une qui est assez connue qui s'appelle l'IAD, Institut des Arts de Diffusion, à Louvain-la-Neuve. C'était la ville où j'habitais à l'époque. Et donc je me suis inscrit dans cette école, mais il y avait un examen d'entrée pour devenir réalisateur. Donc je me suis inscrit à l'examen d'entrée, mais j'ai raté l'examen d'entrée. Et du coup, je me suis retrouvé sans trop savoir ce que j'allais faire. Ma première idée, c'était de représenter l'examen 1 an plus tard. Et donc, finalement, pour, entre guillemets, passer le temps, je me suis inscrit en économie, à la faculté d'économie. C'était des études assez à la mode à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Et je me disais que ça pourrait pas me faire de tort. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et donc, j'ai continué. Aussi parce qu'à l'époque, j'avais fait un stage de photo et de vidéo, je pense. Et j'avais parlé avec le prof. Je lui ai dit, bah voilà, moi, ça me plairait vraiment de devenir réalisateur. Et en parlant avec lui, ben, il s'était rendu compte, et c'est bien que je sois tombé sur lui, il s'était rendu compte qu'en fait, j'étais surtout attiré par l'écriture de scénario et pas tellement par la réalisation en tant que telle. Et donc, lui m'a conseillé en me disant, mais si c'est vraiment le scénario qui t'attire, je te conseille de faire des études normales, entre guillemets, et d'écrire sur le côté petit à petit et d'essayer de faire ton chemin comme ça. Mais il n'y a pas vraiment d'études de scénariste, ou en tout cas pas suffisamment sérieuse, je dirais. Donc, enfin, lui me conseillait vraiment de faire des études plus traditionnelles et d'écrire sur le côté. Et finalement, c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc, je suis d'abord devenu économiste. J'ai commencé à travailler comme économiste. Et puis quand j'ai eu 30 ans, là, j'ai fait ma crise de la quarantaine 10 ans à l'avance. Et donc, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à faire des démarches sérieuses vis-à-vis des éditeurs et que je suis finalement devenu scénariste. Donc là, j'ai quitté mon boulot petit à petit d'économiste. D'abord, j'ai commencé à écrire mes scénarios le soir et le week-end. Puis, je suis passé à 4/5e comme économiste. Et puis, à mi-temps, je suis resté quelques années à travailler à mi-temps. Et puis, en 2008, là, je suis passé à plein temps sur mes scénarios. Et je suis resté sur mes scénarios, enfin, je suis resté à temps plein jusqu'à l'année passée, en fait. Mais il y a 2 ans, je sentais parce que ça devient assez difficile hein, dans le monde de la BD, les auteurs sont de moins en moins bien payés, les ventes moyennes diminuent, etc. Donc, ça devenait un peu juste. Donc là, je me suis dit que j'allais quand même me réserver, essayer de me dénicher de nouveau un travail plus régulier pour être au moins assuré d'une source de revenus minimum. Donc là, j'ai passé l'agrégation, puisque c'est aussi quelque chose qui m'avait toujours attiré, c'était d'enseigner. Donc, j'ai passé l'agrégation en sciences économiques. Ça, c'était il y a 2 ans. Et en ayant ce diplôme, ça me permet de donner cours d'économie, mais aussi d'autres cours, géographie, etc. et mathématiques. Et j'aime bien enseigner les maths. J'ai un petit côté aussi très carré.
Donc voilà, il y a 2 ans, j'avais déjà enseigné pendant 3 mois. L'année passée, j'étais resté à temps plein sur mes scénarios. Et là, depuis septembre, j'ai eu une opportunité d'être prof de maths à mi-temps en première secondaire. Et donc voilà, je combine les deux maintenant. J'écris des scénarios et je donne des cours de maths. On sent que tu as beaucoup de cordes à ton arc parce qu'en effet, chaque album de Pandora aborde un secteur particulier et tu les abordes de manière assez scientifique, sérieuse. Je pense que Mais Jean Van Damme est économiste aussi, d'ailleurs. oui, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué au début, quand j'ai commencé à côtoyer d'autres auteurs, c'est que parmi les scénaristes, il y a énormément d'économistes. Et c'est vraiment un truc marquant. Ben, il y a Jean Van Damme qui est économiste, mais si on prend Luc Brunswick, il a fait des études, peut-être pas l'économie pure, mais du marketing ou quelque chose dans le genre. Il y a Sylvain Runberg aussi. Enfin, il y a pas mal de scénaristes qui ont fait l'économie. Et du coup, j'ai un peu réfléchi enfin, je trouvais ça interpellant, mais je pense que l'économie, c'est une science, c'est un espèce de mix entre les sciences exactes, parce qu'il y a quand même pas mal de calculs. Il faut calculer l'offre, la demande, la spéculation boursière, c'est des statistiques, etc. Donc il y a quand même pas mal de maths, un petit côté sciences exactes. Et en même temps, le commerce, tout ça, ça fait appel à la psychologie. Donc il y a un côté sciences humaines aussi. Donc l'économie mixe un peu sciences humaines et sciences exactes. Et écrire un scénario, c'est un peu la même chose. Bon, on fait vivre des personnages, donc il faut quand même avoir des petits aspects de psychologie, de compréhension des mécanismes de la société, etc. Mais en même temps, un scénario, l'air de rien, c'est un peu comme une machine, quoi. Il y a des rouages qui doivent bien fonctionner l'un par rapport à l'autre. Donc il y a un petit côté quand même, peut-être pas mathématique, mais un petit côté logique dans les scénarios. Et donc voilà, je crois que c'est pas un hasard du coup qu'il y ait pas mal d'économistes qui se retrouvent à écrire des scénarios parce que je crois que pour écrire un scénario, il faut deux qualités, il faut de l'imagination, mais il faut aussi de la rigueur. Si on n'a que de l'imagination, on va écrire des histoires qui seront très originales, mais qui n'auront ni queue ni tête et qui vont pas bien fonctionner, sans doute parce que les gens vont pas vraiment comprendre. Par contre, si on a pas d'imagination et qu'on est ultra structuré, on va faire des trucs très chiants. Désolé pour le mot. Donc il faut avoir les deux. Il faut avoir de l'imagination, mais de la rigueur aussi. Et ça, je crois que c'est quelque chose enfin, que pas mal d'économistes ont, cette combinaison. Donc, vous êtes prof de sciences. Moi, De maths. Maths, économie, non, aussi. Moi, je voudrais bien être prof de français un jour, si j'arrive. Oui, C'est pour ça que j'ai ajouté dans mon mémoire un chapitre bande dessinée et pédagogie du mythe. oui, Et je voudrais bien faire à la fin un dossier pédagogique sur peut-être 2 tomes. Donc, proposer des fiches pédagogiques oui, complètes pour les profs en classe. Voilà. d'accord. Le prof de français, bien sûr. Et est-ce que en fait, on a du mal ici à tutoyer facilement. En roumain, il vous voit beaucoup, donc oui, c'est beaucoup. très difficile de passer dessus en Je roumain. vais essayer de te tutoyer. Est-ce que tu crois que cette série peut être utilisée en classe de français pour enseigner le français? Est-ce que c'est exploitable en classe? Oui, je pense, il doit y avoir moyen. Après, il faut voir pour des enfants de quel âge. Ce serait quel âge plus ou Lycée, disons 15 ans plus, donc adolescent. Voilà. moins. Ouais. Oui, je pense. Moi, et tu parlais de 2 tomes, ce serait lesquels? J'ai du mal à choisir en fait. Oui, Ce ne sera pas la luxure, ça c'est sûr. ouais, Peut-être 6e et 7e, parce que si c'est Pandora, là on a Pandora, donc ouais, ouais, ce sera oui, 6e et 7e. ouais. Moi, j'aurais dit le premier, le 6 et le 7 aussi. Donc, si tu en prends deux, autant faire le 6 et le 7. Oui, je pense. D'accord. Bon, maintenant, Olivier avait une question pour vous. J'avais une question qui sortait un petit peu De ma mémoire. de Pandora Box, mais vraiment, ça me titillait de la poser, donc je vais quand même Oui, la oui. poser. Si tu devais analyser
la crise que le monde vit actuellement avec le Covid, pour ne pas le citer, Oui. avec des mythes. Est-ce que tu penses que tu verrais certaines allusions ou comment tu construirais une histoire là-dessus Voilà, on va faire un jeu de rôle. Ouais, c'est une bonne question et il y a sûrement moyen de faire des trucs parce que ouais, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les 7 plaies de l'Égypte. Tu vois, Mhm. dans la Bible, dans l'Ancien Testament, parce que c'est quelque chose, ça a eu un petit côté, moins maintenant, mais au début, c'était un peu fin du monde comme ça. Vraiment comme si un truc nous tombait dessus, hein. Moi, je me souviens au début, ça a été très vite parce que on entendait parler qu'il y avait un truc en Chine, mais ça paraissait tellement lointain. Et puis, ça se rapprochait de plus en plus. Et nous, en fait, on l'a vécu, enfin, je dis nous, mais c'est les auteurs de la bombe. Donc, j'ai sorti un gros roman graphique, hein, sur la bombe atomique. Et l'album, en fait, est sorti le 4 mars. Et le confinement en Belgique, c'était le 18 mars. Et donc, en France, pardon, en France, la même chose. Donc, on était en pleine période de dédicace, en fait. Moi, j'étais envoyé, enfin, on a fait la foire du livre. L'album est sorti pour la foire du livre à Bruxelles, qui commençait le 4 mars. Donc, c'est vraiment sorti le premier jour de la foire du livre. On se demandait déjà si la foire du livre allait avoir lieu parce qu'ils avaient annulé celle de Paris qui devait se faire le 20 mars. Celle-là, il l'avait annulée. Par contre, Bruxelles, il l'avait gardée. Donc, on a fait la foire du livre de Bruxelles et puis on est parti en France faire une tournée de dédicaces. Et les nouvelles étaient de moins en moins bonnes et de plus en plus alarmantes. Et finalement, moi, je crois que je me suis chopé le Covid à ce moment-là parce que j'ai commencé à tousser comme un dingue. Je me sentais vraiment, enfin, j'avais vraiment des symptômes grippaux. Donc, moi, j'ai dû rentrer en Belgique un peu en urgence. Et le dessinateur qui venait du Québec, lui aussi, il a commencé un peu à paniquer. On comprend bien, il était là avec sa femme, il se voyait bloqué en France. Donc, ils ont pris un avion d'urgence, ils sont rentrés au Québec. Et quelques jours plus tard, c'était le confinement. Et donc, à l'époque, enfin, moi, ouais, j'ai vécu ça un peu comme la fin, peut-être pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, que ça allait tout changer et que, voilà. Donc, donc, je m'intéresserai à tous les mythes autour de la fin du monde, le Ragnarok, les plaies d'Égypte, l'Apocalypse, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ben, il y a le fait qu'on soit masqué, c'est c'est aussi avoir un masque. Bon, même si là, on a quand même, c'est pas un masque intégral, on voit encore nos yeux, donc on peut encore deviner notre visage. Mais le masque, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans le mythe, d'avoir un autre visage, comme ça, des personnages qui changent de visage. Donc, ouais, il y a moyen de faire quelque chose sûrement autour de ça. En plus, oui, enfin, le Covid, c'est quelque chose, enfin, un virus, c'est quelque chose d'infiniment petit. Donc, ouais, mais il va y avoir, il y a déjà des scénarios qui vont se construire autour du Covid. Maintenant, je pense qu'il vaut, je sais pas si les premiers scénarios seront très bons parce qu'on est en plein dedans, donc c'est peut-être un peu trop. Il vaut mieux attendre quelques années, je pense, et prendre un peu de recul, voir comment ça va évoluer. Mais j'espère en tout cas que ce sera derrière nous tout ça. Et donc, est-ce que tu peux dire que tu crois au destin, au fait que dans les mythes, il y a une chose cyclique dans l'être humain qui nous conduit, qui conduit l'humanité? C'est difficile de répondre parce que parfois, parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard en fait. Donc je ne parlerai pas de destin vraiment, mais parfois je me dis tiens, en fait, pour que telle chose arrive, il y a eu tellement de coïncidences qui se sont produites. Enfin, par exemple, à la rencontre avec mon épouse, pour que finalement on se rencontre, il y a eu beaucoup de choses aléatoires. Enfin, à chaque fois, il y avait peu de chances que ça se produise et il y a plusieurs choses qui se sont produites alors qu'il y avait peu de chances que ça se passe. Et finalement, voilà, j'ai rencontré ma femme comme ça. Là, on se dit, mais
c'est bizarre, quoi. Tout c'est hasard, quelque part, c'est plus du hasard. Donc, ça c'est une réflexion que je me fais souvent. De là à dire qu'il y a un destin, etc. En fait, j'aime bien l'idée que tout soit écrit. J'ai écrit d'ailleurs une série de bandes dessinées de Jason Bryce, où le premier tome, ça s'appelle Ce qui est écrit. Et j'imagine, il y a 3 albums, et le fil sous-jacent, c'est que oui, tout est écrit à l'avance, et que l'homme peut essayer tout ce qu'il veut. Finalement, il fait quand même ce qui était prévu pour lui. Donc, c'est une histoire avec laquelle j'aime bien jouer. Maintenant, de là à dire que j'y crois vraiment, non, j'aime quand même bien l'idée qu'on soit maître de son destin. D'accord. Et c'était une question un peu vache pour terminer. Et qui sortait un petit peu des autres. Je ne sais pas si Bianca, tu as encore une question? J'ai fini ma liste, mais c'est sûr que j'aurai encore des questions au fur et à mesure. Si jamais je peux t'écrire, D'accord. on reste Oui, en il n'y a pas contact. de souci, bien sûr. Bah, tu as mon adresse email, donc Oui. aucun problème. Ça